Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue à une émission synthèse. Rendez-vous des scalpers, good morning euro-dollar, Vincent Gann pour vous retrouver ce matin. Je vais faire les deux programmes puisque Sylvain ne sera pas présent aujourd'hui. Les indices boursiers cassent leur support. Le S&P 500, le Dow, les indices Nasdaq ont brisé leur support. Je n'accordais plus aucun crédit, rappelez-vous, à tous ces niveaux de support puisque j'avais constaté des cassures de support précurseurs sur les paires en yens, l'ensemble des actifs à l'aspect refuge qui progressaient, les contrats de taux qui tendent vers leur sommet historique, l'once d'or qui remonte en dépit de la force du dollar américain. Je vais d'ailleurs vous débriefer hier les minutes de la Réserve fédérale des États-Unis et surtout hier le signal technique à retenir. C'était le plus important de tous les signaux techniques donnés hier. C'est la force de l'analyse technique, la cassure par le Brent du plus bas de décembre 2008. Ça s'est passé hier précisément à la fin de la session asiatique. Le Brent cassait les 36,20 $, son plus bas de décembre 2008. Le prix du pétrole bascule officiellement et s'enfonce sous ses plus bas de la crise financière de 2008. Bref, c'était l'ultime signal technique qui permettait d'envisager que les indices boursiers s'effondrent, à savoir donc l'envolée du métal jaune en dépit de la force de l'once d'or, l'attrait pour les marchés obligataires, notamment les contrats de taux souverains des pays bien dotés, par exemple celui de l'Allemagne fédérale avec le Bund qui tend vers ses sommets historiques, le yen qui était depuis le début de l'année la devise la plus forte sur le marché des changes, qui se renforçait face à toutes les devises, même face au dollar américain, le taux de change USD-yen qui avait cassé un fort support à 120, bref on avait un ensemble cohérent qui permettait d'envisager que tous les indices boursiers craque en ce début d'année, et c'est donc ce que nous pouvons observer ce matin avec un effondrement des indices boursiers européens, en tout cas des cassures de gros supports, et l'Eurostoxx 50 qui revient vers 3000 points, et là c'est par contre le seuil décisif sous lequel il ne faut pas basculer sous peine d'entrer véritablement dans un bear market. Mais nous n'en sommes pas là sur le moyen et long terme, pour l'instant je m'intéresse au court terme. Alors, vous assistez ce matin à un rendez-vous des scalpers Good Morning Euro Dollar. Je vais essayer de tout traiter. Euh, Eurostoxx 50 à gauche, le CFD GR30 à droite, le SP500 ici non, au centre et le SP500 à droite. Bon, moi ça c'est ce qui m'intéressait. Le S&P 500 c'est l'indice de référence de la finance mondiale. Concrètement, pour aller davantage plus bas sur les marchés actions hier, les investisseurs attendaient le compte-rendu de la Réserve fédérale des États-Unis. Concrètement, qu'est-ce que vous devez en retenir? La décision sur la remontée des taux le 16 décembre, elle a été prise à l'unanimité. Donc ça c'est important. Tous les membres du FOMC ont voté pour une hausse des taux de la Fed. Hausse des taux de la Fed, alors que la plupart des instituts de croissance économique dans le monde révisent en baisse leurs prévisions de croissance. Hier, la Banque mondiale a révisé en forte baisse ses prévisions de croissance pour l'année 2016, mais pourtant la Fed, si l'on en croit hier les minutes de la Fed, envisage de remonter 2, 3, voire 4 fois ses taux, quand bien même l'économie mondiale est en train donc de fortement ralentir. Alors, j'exagère en disant que l'économie mondiale ralentit fortement. Ce ralentissement qui pour l'instant n'a pas trouvé de plancher concerne la Chine, bien sûr, et le Brésil, la Russie forcément, avec la chute du prix du pétrole. Malgré tout, le marché retient que la Réserve fédérale s'est montrée prudente sur ses anticipations d'inflation. Donc on a une indication sur ce que pourrait être le rythme de hausse des taux de la Réserve fédérale cette année. On n'aura probablement pas 5 hausses de taux, mais quelque chose de plus mesuré, comme 2 hausses de taux d'intérêt. Mais dans tous les cas, cela va élargir le différentiel de taux d'intérêt entre la zone dollar et la zone euro. Et de manière générale, ça continuera donc de soutenir le dollar américain. La chute du prix du pétrole, c'est de toute façon le meilleur baromètre macroéconomique du recul de la croissance économique mondiale, et notamment du recul de la croissance en Chine. Aujourd'hui, l'agenda économique, il est à nouveau très chargé. Je vous rappelle enfin hier que les chiffres de l'ADP et de l'emploi aux États-Unis sont ressortis largement supérieurs aux attentes. Donc, cassure de support sur tous les indices. Nouvelle perspective baissière. Le S&P 500 sort par le bas d'un range vieux de 4 mois. Cassure des 2000 points. Signal de vente, je vise 1900 points sur le SP500. Et en l'état, je pense que les marchés actions vont baisser jusqu'à ce que le SP500 se replie à 2000 points. Alors, il y a quelque chose aussi qui passe à 1900 points. Alors, ça c'est par contre le big one, c'est le gros support. C'est au niveau des 1880
1900 points que passe sur le S&P 500 le bas de canal haussier en place depuis 2011. C'est donc le canal haussier de moyen long terme qui passe ici. Je ne pense pas que le SP500 viendra casser ce canal haussier, mais à court terme, cassure des 2000 points. J'estime donc que les marchés actions vont baisser jusqu'à ce que le S&P 500 rejoigne cette zone comprise entre 1875 et 1900 points. Et je pense que parmi tous les indices boursiers, une stratégie de vente du S&P 500, et hier il y a eu quand même le cas d'école du pullback, cassure hier en matinée en session européenne, le pullback, j'allais dire presque au point près, on est remonté à 2003. On casse 2000, on remonte à 2003. C'était cadeau. C'était si on fait confiance à l'analyse technique, c'était la limpidité même, le pullback, la chute. Et maintenant on s'enfonce. Objectif 1900 points donc sur l'indice S&P 500. Alors, au sein de la zone euro, la situation technique, elle est pire. En tout cas, elle pourrait l'être davantage. L'Eurostoxx 50 brise les 3130 points, qui était un fort support, le plus bas du mois de décembre dernier, surtout le point de retournement à la hausse du mois d'octobre 2015, un niveau qui avait été dépassé en octobre lorsque le marché se projetait sur davantage de soutien de la Banque Centrale Européenne. Et autant vous dire qu'au premier trimestre 2016, la Banque Centrale Européenne n'a pas l'intention de renforcer son programme de quantitative easing. Elle ne l'a pas fait en décembre, elle ne le fera pas en janvier, en février ou en mars. Pour la simple et bonne raison que la pente économique au sein de la zone euro, elle reste haussière, certes légèrement haussière, mais haussière. Donc elle n'a pas de raison d'agir davantage. Si elle ne l'a pas fait en décembre, c'est bien parce qu'au sein du comité de politique monétaire de la Banque Centrale Européenne, il y avait des pressions, notamment du côté de la Bundesbank, pour ne pas agir de la sorte. Alors on a là un renfort de moins pour les actions de la zone euro. Ces actions de la zone euro, je reste baissier jusqu'à ce que l'Eurostoxx 50 atteigne les 3000 points, 2980-3000 points. C'est le gros support en place depuis l'année 2013. Là, je vous invite à vous reporter à vos graphiques de long terme, mais en l'état, je reste donc baissier sur le SP500 jusqu'à ce qu'on atteigne 1900 points et sur l'Eurostoxx 50 jusqu'à ce qu'on atteigne 3000 points. Alors hier, quelqu'un me posait la question sur le GER30 au niveau des 10 120 points. J'avais anticipé la cassure des 10 120 points parce que justement l'Eurostoxx 50, le CAC et de nombreux indices boursiers au sein de la zone euro bien pondérés en valeur des matières premières avaient déjà cassé leur support. La seule raison hier qui expliquait que le GER30 surperformait, c'est que dans sa composition, dans les 30 valeurs qu'il le compose, vous n'avez aucune grosse compagnie pétrolière et vous n'avez aucun acteur international des matériaux de base et des matières premières industrielles. Donc mécaniquement, c'est du fait de sa composition qui surperformait, mais en l'état, ce n'est pas lui qui était précurseur de l'Eurostoxx 50. L'Eurostoxx 50, à l'intérieur duquel vous retrouvez les plus grosses compagnies pétrolières européennes, enfin zone européenne, donnait le signal précurseur. Donc j'avais une cible à 10 000 points en cassure des 10 120 points. Bon, bah, c'est largement pulvérisé, hein. Nous allons 9 882 points. Les perspectives désormais du DAX, c'est de se replier en direction de ce niveau de prix. C'est celui que je vise désormais. Ça correspond aux 3000 points de l'Eurostoxx 50. Ce sont les 9 786 points. Je suis donc baissier sur le CFD GER30 jusqu'à ce que l'Eurostoxx 50 atteigne les 2980 et 3000 points et jusqu'à ce que donc l'indice S&P 500, l'indice de référence de la finance mondiale, atteigne quant à lui les 1900 points, ce qui me permet donc d'envisager un repli du CFD GER30 en direction des 9786 points. 9786 points, c'est un niveau important. C'était la ligne de coup d'un rounding bottom qui avait été construit justement en octobre, lorsque le marché anticipait le renforcement par la Banque Centrale Européenne de son programme de quantitative easing. Le CAC 40, lui, s'enfonce, cassure du support à 4466, signal de vente, sauf que lui, il est déjà presque sur ses niveaux de support, mais il va aller les tester plus précisément. Je vise sur le CAC 40, 4250, 4300 points. Donc là, on vaut 4340. Je pense qu'on va se replier et aller chercher quelque chose je pense qu'on va aller faire quelque chose de similaire à ce qu'on avait fait le 24 août dernier, à savoir une incursion entre 4225 et 4300. Donc voilà, si je devais vous donner un target, ce serait 4000.
On va taper au milieu 4250, 4275 points pour le CAC 40. Mais vous comprenez bien que nous avons désormais en faveur de l'aversion pour le risque, donc la baisse des indices boursiers, un ensemble hyper cohérent qui voit le yen se renforcer, l'intégralité donc des paires en yen s'effondrer, et je confirme sur le GBP yen mon objectif à 170 yens, et je pense que l'USD yen menace de briser les 118 et de se replier en direction des 115. Je vais maintenant vous parler du marché des changes, puisque là j'ai fait la fusion des émissions Rendez-vous des scalpers et Good Morning Euro-Dollar. Les contrats de taux souverains qui ne cessent de monter, je visais 160 sur le contrat de taux Bund, c'est fait. Je relève l'objectif de cours à 160,70, tout simplement les sommets historiques du Bund. Quant au métal jaune, il a enfin atteint les 1100 $, quand bien même le dollar américain conserve la place numéro 2 sur le marché des changes en ce début d'année. La place numéro 1 qui naturellement est occupée donc par le yen japonais. Alors maintenant justement transition avec le marché des changes, les paires en yen s'effondrent, c'est le yen qui se renforce, même le taux de change USD yen. Là aussi on avait eu un signal précurseur donné sur les paires en yen dès le 4 janvier par le taux de change USD yen. Selon moi, le signal de vente en tendance avait été donné à la cassure des 120 yens, permettant de viser 118,70, 118. Le niveau des 118, on est dessus, je n'y accorde pas une importance particulière. Je pense que le risque pour le taux de change USD yen, c'est tout simplement de se déprécier en direction des 116. Donc, je reste baissier sur l'USD yen. Je pense qu'on peut gérer son risque en utilisant désormais la résistance à 118,70. Mais en attendant, je reste baissier sous 118,70. J'anticipe la cassure des 118 et je vise 116 yens. Le GBP yen, c'était la paire en yens la plus limpide pour les stratégies de short. Ça ne cesse de casser des supports. Les signaux de vente ont été donnés avant les fêtes de fin d'année, à la fin du mois de décembre, à la cassure des 180 yens, permettant d'engager les 175,50 yens. La cassure des 175,50 yens a engagé en début de semaine un nouvel objectif de cours à 170 yens. Ça continue de chuter et il n'y a toujours aucune raison propre à l'analyse technique, qu'il s'agisse de l'action des prix ou de l'étude des indicateurs de momentum, pour chercher à acheter une quelconque paire en yens, et surtout pas le GBP yen qui je pense va se replier en direction des 170. Je continue du côté des paires majeures. Le taux de change USD CAD avait anticipé la cassure du support sur le pétrole. Cassure des 1,40, c'était le signal technique du début de la semaine, permettant de viser de nouvelles cibles haussières sur l'USD CAD, 1,4250, 1,45. Je pense même que nous irons chercher cette année 1,50 $ canadiens sur le taux de change USD CAD. Le signal a été donné. On évolue désormais dans un beau canal haussier. La seule façon de se positionner sur ce marché, c'est soit d'être déjà à l'achat. Déjà à l'achat quand on a cassé les 1,40, puisqu'on a fait en l'état un micro pullback. Maintenant de suivre la tendance ou d'exploiter ce canal haussier et de tenter d'attraper la partie basse du canal pour prendre la tendance. C'est donc résolument haussier, à l'image de la baisse du prix du pétrole et à l'image de la chute des marchés actions. Le taux de change euro-dollar est en train, je pense, d'effectuer un pullback sous la partie basse du range dont il est sorti par le bas au début de la semaine. Je dois cependant admettre que le pullback est fort, mais en l'état, nous pouvons encore nous inscrire dans ce scénario de pullback. L'euro-dollar et les paires en dollars hier ont remonté parce que lorsqu'on regarde en détail les minutes de la Réserve fédérale des États-Unis, on réalise que quand bien même la Réserve fédérale a pris à l'unanimité la décision de relever ses taux, eh bien, il y a tout de même des membres du FOMC qui se montrent prudents sur l'évolution à venir des prix. Comment envisager que les prix restent en évolution soutenue aux États-Unis avec un prix du pétrole qui s'enfonce? Donc, et le renforcement du dollar US aussi. Alors, je pense malgré tout que le dollar peut garder la main sur le taux de change euro-dollar, et j'aurais tendance à vous dire ce matin que, je me trompe peut-être, mais que le marché fait un pullback. Et que finalement, le pullback sur les 1,0820, 1,0830, c'est potentiellement une stratégie de vente là. Un timing pour shorter, en gérant son risque avec la résistance des 1,0830. Mais potentiellement, on a ce pullback. Je serais vraiment rassuré si le marché recassait
les 1,0775 $, mais derrière on peut parfaitement retomber en direction des 1,0750, des 1,07 $. Donc voilà, on peut être dans ce scénario du pullback pour donc retomber davantage. Alors, les autres paires majeures, le GBP/USD, je visais les plus bas de l'année 2015 et nous y sommes presque. Je vise toujours 1,4570 $. Je n'ai pas changé d'avis, donc objectif de cours maintenu sur le GBP/USD à 1,4570 $. C'est la plus belle tendance baissière des paires en dollars. Pourquoi? Parce qu'elle casse des supports de manière linéaire, succession de creux et de sommets descendants, et surtout, lorsque vous étudiez l'évolution du prix du GBP/USD avec l'évolution du Speculative Sentiment Index de FXCM, plus le GBP/USD baisse, plus les traders particuliers chez FXCM achètent le GBP/USD. Du point de vue de l'approche contrarienne des marchés financiers, c'est un facteur de vente. Donc, d'une part, le GBP/USD baisse et se situe à quelques dizaines de pips de ses plus bas de 2015. Par contre, j'anticiperai pas la cassure des plus bas de 2015, c'est quand même un niveau suffisamment solide. Mais en tout cas, je reste baissier sur le GBP/USD jusqu'à ce que le marché aille chercher justement ces 1,4570. Le taux de change AUD/USD a baissé, il a cassé par le bas hier un triangle symétrique. Je pense qu'on peut exploiter un éventuel mouvement de retour. Je visais 0,70, le marché s'en est approché. Je vais donc vous proposer une autre stratégie désormais sur l'AUD/USD. Voici quelle est cette stratégie. Je pense qu'il faut surveiller tout mouvement de retour vers les 0,7115. Alors les 0,7115 $ sont le point de cassure baissière du triangle symétrique au sein duquel ce marché évoluait depuis l'été dernier. Donc voilà, c'est ce niveau-là de prix, cette résistance que je surveille pour un scénario de vente sur pullback. Alors, voilà donc ce que je pouvais vous dire sur les paires majeures. Au final, je pense que la meilleure opportunité, c'est probablement d'exploiter le pullback de l'euro-dollar pour le shorter. En tout cas, pour gérer son risque, on a les 1,0830. C'est-à-dire qu'on dépasse les 1,0830, je me serais planté. Ce n'était pas un pullback. Donc, je vais rester dans ce scénario vendeur tant qu'on se maintiendra sous les 1,0830 $. Alors, la suite des paires en dollars, le NZD/USD, lui aussi, il a fait son objectif. Il était sorti par le bas d'un biseau ascendant. Lorsqu'une tendance haussière sort par le bas d'une compression d'essoufflement qui prend la forme chartiste là d'un biseau ascendant, l'objectif théorique c'est de revenir au contact de la base de la figure. Elle se situe à 0,66 $, le marché a fait 0,6610 et j'estime donc que ça a été fait. On se reprend et les cassures haussières de momentum, rebond technique donc du NZD/USD en direction des 0,6680. Par contre, la résistance à 0,6680 ne m'intéresse pas pour une stratégie de vente. On est sorti d'un biseau, on a fait la target, c'est terminé, je n'ai plus de stratégie sur le NZD/USD. Sur ces paires en dollars, le niveau de résistance que je surveille, c'est les 0,7115 sur l'AUD/USD pour une stratégie de vente. Je reste baissier sur l'euro-dollar sous les 1,0830 $. Fermement haussier sur le taux de change USD-CAD, plus que jamais, notamment depuis la cassure des 1,40 pour viser 1,42 et 1,4250 $ au mois de janvier 2015. Alors, voilà, pour les paires majeures, je pense que je n'en ai oublié aucune. Quel est mon... si je devais maintenant chercher une résistance pour adopter une stratégie de vente sur un indice boursier, bon bah clairement, le S&P 500, j'estime désormais qu'on a une solide résistance aux alentours des 1980-1985 points. Si je devais chercher maintenant une résistance pour shorter le DAX, bon bah, le pullback à 10 120, ce serait le scénario idéal. Peut-on réellement par contre se reprendre à 10 120 points? C'est probablement trop profond comme pullback. Les 10 000 points peuvent peut-être déjà bloquer, mais ça va être difficile de vous dire ça. On a un gros chandelier horaire de cassure. Bon, si on le retrace, simplement si on l'applique un retracement de ce 10 050, 10 000, 10 500, honnêtement aucune idée. Je ne sais absolument pas là si on fait un pullback où ce marché pourra cesser de faire un rebond. Le seul niveau tangible, c'est les 10 120 points qui ont été brisés.
Donc l'idée c'est quoi? Je surveille la façon dont on peut se reprendre en données 15 minutes. En tendance, c'est complètement baissier sous les 10 120. Peut-on aller faire un pullback à 10 120? Ça, c'est la limite de la prévision boursière. Aucune idée. Ce qui est certain, c'est que si on faisait le pullback, ce serait le scénario idéal pour se positionner à ce moment-là. Donc, en termes de timing, au moment que je vous parle, puisque peut-être que c'est ça aussi qui vous intéresse, je vois la vente de l'euro-dollar avec les 1,0830 pour gérer son risque. En termes de timing, c'est plus ou moins tout parce que le reste, c'est que du suivi de tendance. Le Bund, lui, c'est pareil. Alors, l'once d'or, une opinion sur le métal jaune. Attention, les 1100 dollars sont un superbe objectif de cours. C'est une résistance. Alors, autant je la shorte pas, cette résistance des 1100 dollars, parce que hier, les minutes de la Réserve fédérale mettent quand même. Il y a de la prudence des membres du FOMC quant au régime des prix au sein de la zone euro. L'once d'or est soutenue par son aspect refuge. 1100 dollars, c'est une résistance davantage pour prendre des bénéfices pour les stratégies d'achat. Je n'irai pas jusqu'à la shorter, cette résistance à 1100 dollars. C'est tout ce que je peux vous dire là sur le métal jaune. Ok, je mets l'euro-dollar en plein écran et les questions sont nombreuses, donc je vais y répondre. Alors bonjour à tous. Alors, Seb d'Atecac. Alors, bonjour, on se régale avec le short S&P 500 pris hier et l'achat USD CAD ainsi que le short GBP. Concrètement, ce sont parmi les trois meilleurs. Le GBP Yen, c'est over baissier depuis mi-décembre. Techniquement parlant, c'était tellement du pain béni, si vous me permettez cette expression. Le GBP Yen, il n'y avait rien de mieux à la cassure des 180. Précurseur de toutes les paires en yens. Confirmation lorsque l'USD Yen casse les 120 yens. C'est le leader des paires en yens. Je vis 170 désormais. Alors, votre stratégie de vente du SP500 à 1994 points, elle est parfaite, puisque c'est une stratégie qui a consisté à shorter hier la cassure des 2000 points, puis le pullback, donc c'est impeccable. Et enfin, l'USD4, mécaniquement, l'USD4, c'est avant tout la chute du pétrole qui s'enfonce sous ses plus bas de la crise financière de 2008. Un ensemble donc hyper cohérent, un marché financier qui vous donne un schéma classique d'une phase d'aversion au risque qui est presque parfaite en fait. Le renforcement du yen, le renforcement des contrats de taux, le renforcement des métaux précieux, quand bien même le dollar US garde la main sur le marché des changes, et enfin des indices boursiers qui, quelle que soit la zone géographique, cassent des supports importants. Voilà, c'est un schéma classique de marché baissier. Et donc j'ajouterais ce matin que l'euro-dollar présente probablement une opportunité de vente dans le cadre de ce mouvement de retour sous la partie basse du range qui avait été brisé au début de la semaine. Alors, bonjour Kerzelen, bonjour Lionel. Voilà, vous êtes très nombreux. Alors, la Chine. Alors, parlez-nous de la Chine. Bon, depuis le début de la semaine, ce qui inquiète les investisseurs, c'est un thème qui était déjà un thème fondamental important en 2015, c'est le ralentissement économique en Chine qui se transmet à l'économie mondiale par le biais du commerce international et notamment le niveau des importations chinoises. Et c'est justement parce que, regardez les chiffres du commerce extérieur en Chine, ça fait plusieurs mois consécutifs que chaque mois, le niveau des importations chinois se contracte. Alors c'est une des raisons qui explique en grande partie la baisse du prix des matériaux de base et des matières premières industrielles. Et d'ailleurs, ce matin, vous avez à nouveau la Banque mondiale qui révise en baisse ses perspectives de croissance économique justement pour la Chine. Et des soubresauts aussi qui sont liés au marché financier chinois, parce que de nombreux particuliers découvrent là-bas les marchés financiers, utilisent l'effet de levier n'importe comment, ce qui met au tapis un certain nombre de consommateurs qui y laissent une grosse partie de leur épargne financière. Ça aussi, ça peut jouer sur les perspectives de consommation en Chine. Alors, question de Rami, pourquoi le DAX baisse alors qu'il ne... Mais c'est parce qu'en fait,
tous les secteurs d'activité baissent. Hier, je jetais un œil justement, il y avait un repli des titres des matières premières et aussi des titres de la consommation discrétionnaire, notamment le secteur automobile, qui est le secteur leader en 2015. Donc pourquoi ainsi que le secteur du luxe. Bah pourquoi pas? Parce que ces entreprises ont un chiffre d'affaires important justement en Chine et dans les grands pays émergents. Alors, le pullback, donc une question sur bon, bah, l'USD-CAD, oui forcément, hein, qui continue d'évoluer. Vous avez ici l'USD-CAD qui ne cesse de faire des niveaux plus hauts. Et donc bah, l'euro-dollar, s'il brise les 1,0775, ce sera l'ultime confirmation que le pullback a été fait. Et à ce moment-là, on retombera en direction des 1,0750 et 1,0720. Et les fameux 1,0690 que j'envisageais. Alors, alors, le WTI, le 4 CHF, le DAX, ok, je vais reparler de tout ça. Ok, bon, on va vraiment avoir ce scénario de... On y est, bon, l'idée c'est quoi? Là vous avez sous les yeux un chandelier en donné 4 heures. Ce qui est dommage c'est que ce chandelier clôture à 11 heures, en l'état il n'est pas utilisable. Mais si par exemple là j'avais la possibilité d'arrêter le chandelier H4, il s'agirait d'une structure en avalement baissier. Donc dans le cadre d'un pullback sous une structure dont on est sorti par le bas, ce serait vendeur. Malheureusement, je ne peux pas l'utiliser là en l'état. Le prix du pétrole. Alors, le pétrole, le WTI s'était acquis. Le WTI avait brisé déjà ses plus bas de 2008 en cassant depuis les 35 dollars. Donc, je pense qu'en effet, on va se replier à 30 dollars. Moi, ce qui m'intéresse, c'est Lucas Oil qui a brisé les 36,20. Comment trouver des objectifs de cours? Nous sommes obligés là de nous reporter au graphique de long terme, et notamment au graphique en données hebdomadaires. Qu'est-ce qu'on peut viser sur Lucas Oil? Écoutez, moi je pense qu'on va déjà aller chercher les 30 dollars, mais on va revenir dans cette zone, aux alentours des 25 dollars sur Lucas Oil. Donc c'est ça aussi qui alimente les perspectives haussières du taux de change USD-CAD. Vous me posez aussi la question sur l'US Oil. Je vais appliquer le même raisonnement. Je vais aller chercher les bougies japonaises en données hebdomadaires sur l'US Oil. Vous pouvez constater que le signal de vente en tendance a été donné début décembre. C'est au début du mois de décembre que le graphique hebdomadaire de l'US Oil avait donné le signal de vente. Donc les objectifs, bah écoutez, on va chercher des niveaux de support ici qui remontent désormais à l'année 2003-2004. On est sur des plus bas donc de 11 ans, 12 ans. Il y a un gros niveau horizontal au niveau des 25 dollars. Il y a quelques niveaux intermédiaires. Mais je pense que ce marché va aller chercher les 30, les 27,50 et 25 dollars. Ça pourrait être une cible finale au premier trimestre 2016 sur le prix du pétrole. Donc, lorsque j'étudie justement l'analyse technique des prix du pétrole, je ne serais pas surpris justement de voir le taux de change USD-CAD monter jusqu'à 1,45, voire davantage. Alors, le CAC, le DAX, l'Eurostoxx 50, ils peuvent peut-être faire des petites transitions latérales, mais moi j'estime qu'ils iront plus bas. Je répète donc deux objectifs de cours importants. Le premier, 9786 sur le DAX. Je vise 9786 à la baisse sur le GR30. Et enfin, pour finir, laissez-vous guider par le SP500 et l'Eurostoxx 50. Restez baissier sur les indices boursiers tant que l'Eurostoxx 50 n'est pas allé chercher 3000 points. Restez baissier, si vous accordez bien sûr de la confiance à ce que je vous propose comme argument, sur les indices boursiers, tant que l'indice S&P 500 n'est pas allé chercher les 1900 points. Les 1880 points sont tout de même un niveau où passe un canal haussier de moyen long terme, où là il va falloir par contre mettre en stand-by les stratégies de vente. Mais ça vous permet d'avoir des cibles intramarché. Voilà. Alors, le taux de change euro-dollar. Je ne sais pas exactement. Alors, il n'y aurait-il pas une soucoupe? Je ne connais pas moi cette pattern. L'idée c'est quoi? Il y a le scénario du pullback qu'on serait en train de faire.
ou celui d'un simple retracement de l'avancée depuis début du mois de décembre. Le marché tranchera en fonction des 1,0775. C'est la ligne de coup d'un petit double bottom qu'on a fait hier. On rebascule sous 1,0775, c'est terminé. Moi, mon opinion, de toute façon, ça, je reste baissier. Sous les 1,0830 $. Je reste baissier sous les 1,0830. Alors, bonjour Yanista. Vous savez, j'entends parler de div haussière sur les indices boursiers depuis le début de la semaine. Il n'y a aucune divergence haussière sur les indicateurs de momentum, et strictement aucune. Il n'y a que des cassures de momentum. Cassure de momentum signifie que sur le plan chartiste, les variations baissières vont dans le temps prendre encore plus le dessus. Donc il n'y a aucune divergence haussière sur les indices boursiers, c'est baissier jusqu'à ce que l'Eurostoxx 50 atteigne les 3000 points et jusqu'à ce que le S&P 500 atteigne les 1900 points. Alors, question de visiteurs sur... Alors, ma réponse est simple, il s'agit tout simplement des horaires de trading. Et les horaires de trading sont différentes entre le CFD EUSTX 50 et le CFD SPX. Alors, une question sur le 4 CHF. Alors, le 4 CHF, c'est enfoncé davantage. Je vous avouerai que je ne suis pas beaucoup, hein, parce que c'est un peu une paire de devises complètement mineure. Mais, bon, vu les signaux vendeurs donnés par le pétrole, l'idée c'est quoi? C'est toujours d'aller chercher les 0,70, 70. Après, à court terme, ça reste quand même range. Donc il y a beaucoup plus directionnel. Mais en l'état, voilà, je pense qu'on peut aller chercher les 0,70, 70. On a un range d'environ 200 pips, 220 pips là sur le 4 CHF. Mais je la suis pas beaucoup, cette paire de devises, donc là, j'ai pas une conviction très forte. Alors bonjour Stéphane, si je comprends bien, actuellement la corrélation inverse entre le DAX et l'euro-dollar n'est plus d'actualité. Vous avez tout à fait compris. Le fait que l'euro-dollar baisse donne peut-être un meilleur comportement relatif aux indices boursiers européens, mais ce n'est pas suffisant pour neutraliser leur tendance baissière. Il faut bien comprendre ça. Je n'ai pas de difficulté à envisager que les indices boursiers de la zone euro baissent davantage et que l'euro-dollar baisse davantage. Parce que ce qui amène les investisseurs à adopter des stratégies de vente sur les actions, c'est au-delà des simples anticipations liées à l'euro-dollar. Et moi, l'euro-dollar, je reste baissier, vous l'avez compris. Je pense que le risque, c'est de casser les 1,0775. Donc ce sera mon point final pour cette émission. Merci à toutes et à tous de vos questions. Je suis donc baissier sous les 1,0830 euro-dollar. Je reste baissier sur les indices boursiers jusqu'à 9786 sur le DAX, 3000 points sur l'Eurostoxx 50 et 1900 points sur le S&P 500. Merci beaucoup. Prochaine émission à 10h30 sur les matières premières. Et moi, je vous retrouve à 11h pour le morning meeting.